Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur la 4e gazette du Mercato. Ce sera la dernière aussi, donc ce sera aussi une gazette bilan. On aura beaucoup de choses à aborder puisque la dernière remonte à il y a un mois, mine de rien. Entre-temps, il s'est forcément passé beaucoup de choses, donc on a un programme très dense qu'on va évoquer avec Patrice et Alessandro. Salut messieurs, comment ça va ? Salut tout le monde. Salut à tous. Donc là, on se retrouve, la trêve bat son plein, les matchs internationaux ont déjà commencé. Donc pour vous rappeler, on fait cette petite gazette bilan aujourd'hui et on va évidemment aussi vous proposer le Club Mounegou avec les pronostics, etc. de la saison dans la semaine qui vient. Donc pour nous, les dernières officialisations. Alors, comme ça fait un mois qu'il n'y a pas d'officialisation, on va dire qu'il n'y a pas eu d'émission, ça fait surtout toutes les officialisations, ou presque, parce que si on regarde du coup la dernière gazette, on n'avait pas encore eu l'officialisation de Boisbré et de Radetzky, on avait fait comme si, parce que c'était imminent, ce qui s'est donc avéré d'ailleurs vrai. Mais du coup, entre-temps, pour vous les donner pêle-mêle, nous avons eu le départ en prêt de Majeski à Brest, le départ à Galatasaray de Singo, le départ à Leverkusen de Ben Seguir, celui à West Ham de Magassa, celui à Rennes d'Embolo, celui à Saint-Gall d'Efekele, celui au PSV Eindhoven de Myron Boadou, celui à Annecy de Benama et l'arrivée de Stanis Idumbo, donc jeune espoir, très jeune espoir belge de 20 ans en provenance du FC Séville. Beaucoup de mouvements, on va évidemment en parler par rapport à certains, parce que forcément ils sont importants, même si c'est vrai qu'à travers les débriefs quand même, Alessandro notamment, on avait déjà pas mal parlé. On reparlera pas de Zakaria, même si on pourra quand même en parler à un moment donné dans le menu de cette émission, donc on évoquera aussi le cas de certains joueurs qui restent un peu à fixer. Et ensuite, pourquoi autant de ventes ? Là, il y aura un volet un petit peu économique qui sera abordé dans cette émission. Pour se poser enfin la question, Monaco s'est-il affaibli avec ce mercato estival ? Je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments aujourd'hui pour en parler ou pour pouvoir répondre à cette question. Donc j'espère que voilà. Donc on va essayer de mener cette émission tambour battant et avec dynamisme, parce qu'il y a beaucoup de choses. Évidemment, vos commentaires pour répondre à tous ces thèmes sur la chaîne, enfin sous la vidéo, seront lus et ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Messieurs, alors, j'ai envie quand même de parler un petit peu des arrivées, de la dernière arrivée, en l'occurrence, celle de Stanis Idumbo. C'est quand même... voilà, on va parler de ceux qui viennent d'arriver, enfin ça fait pas beaucoup. Du coup, on comptabilise, si je ne dis pas de bêtises, Patrice, 5 arrivées aujourd'hui. C'est bien ça. C'est bien ça, voilà. Donc Idumbo étant la dernière, Pogba, Fati d'ailleurs, ça avait déjà fait l'objet même des 2 premières émissions. La deuxième d'ailleurs, Pat, je sais plus si c'était avec toi qu'on l'avait faite d'ailleurs. Les 2 premières, si on les a fait tous les 2 seulement. On avait dit Monaco plus ambitieux que jamais, parce que ça démarrait bien finalement ce mercato. Oui. Donc aujourd'hui on pose la question de savoir si on s'est affaibli. Alors on va dire, on est des supporters, donc on change selon le sens du vent. On pourra dire qu'on retourne notre chemise aussi autant de fois que nécessaire. Mais non, c'est vrai que la fin de mercato donne aussi des différents signaux. En tout cas, messieurs, Stanis Idumbo, pour le présenter rapidement, donc il nous a coûté 10 millions d'euros. Il y a des petits bonus par-ci par-là, pas très élevés. Donc on est sur une vente qui tournerait autour de 12 millions environ.
on a un jeune joueur de 20 ans, donc espoir international, espoir belge, qui nous vient du FC Séville, qui a fait ses classes en Belgique, à Bruges, Genk, et ensuite à l'Ajax, Amsterdam, donc qui est depuis peu à Séville. Pat, profil offensif pour remplacer, on imagine, un Ben Seguir. Ben Seguir, peut-être Mbolo aussi, hein, a priori c'est un joueur qui peut jouer sur les ailes ou derrière l'attaquant. C'est là où du coup il a pu évoluer dans les classes de jeunes à l'Ajax surtout. Parce qu'après, bon, à Séville, il a surtout fait des entrées en jeu, pas beaucoup de temps de jeu forcément vu son jeune âge. Oui, 17 matchs de Liga, donc le championnat espagnol, la saison dernière avec Séville. Après, pour un jeune joueur, c'est pas si mal. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, la Séville était un peu en difficulté cette saison, enfin la saison dernière, ou alors c'était celle d'avant encore. J'avoue que j'ai C'est encore celle d'avant où ils avaient flirté avec la relégation. Ouais. C'était celle-là. Là, c'était un peu mieux du coup cette année. J'avoue que je n'ai pas du tout suivi le FC Séville. Hein, Je crois que c'était milieu de tableau, hein, mais c'était pas non plus glorieux, mais c'était quand même mieux, je crois, de mémoire. Bon. Donc après, dans ce match est 278 minutes, donc c'est quand même très faible. Ouais, c'est quand même vraiment des entrées en jeu, des bouts de match, quoi. Ouais, assez faible. Après, on pourrait dire, il a commencé la saison dans dans le rôle de titulaire. La première journée contre Bilbao, il a été titularisé, Alessandro, donc peut-être que lui aussi a été aussi dans une forme de progression, on peut dire. Oui, on peut voir ça sous cette forme-là, mais c'est là où il s'est blessé, parce que je crois qu'il sort à la mi-temps. Donc il est arrivé blessé en principauté, donc apparemment ce serait les adducteurs. Donc à voir quand il sera remis, entre guillemets. Parce que c'est un peu notre spécialité d'acheter des joueurs blessés. On se rappelle de Salisu il y a 2 ans. Bon voilà, Pogba c'est un cas à part. Fati, on pensait le voir plus rapidement que là. Normalement il devrait faire son premier groupe à Auxerre. Donc non, ouais, pour revenir à Dumbo, il s'est blessé contre Bilbao. Il est sorti à la mi-temps. Ouais. Alors, blessure apparemment d'après Nice Matin aux adducteurs. Donc là, je crois qu'il est pas en sélection actuellement. C'est la trêve, donc, et je crois qu'il n'y est pas. Donc il serait normalement avec les espoirs belges. Donc voilà, à voir quand est-ce qu'il sera aussi en mesure de reprendre. Forcément. Alors, sur le profil, en tout cas, Pat, c'est quelqu'un qui a bien performé, notamment à l'Ajax, dans les catégories de jeunes, avec pas mal de stats, mine de rien. Ouais, bon, après, est-ce que ça veut dire vraiment grand-chose, hein? On peut vraiment prendre ça pour acquis, que il fera une grande carrière derrière. On a eu aussi des jeunes à l'AS Monaco qui ont fait énormément de stats dans les équipes de jeunes, mais oui, là, il sort Jacques U20. C'est quoi, 33 matchs en U18, 13 buts, 16 passes décisives. Ça fait une très très grosse stat, quoi. Ouais. Et majoritairement comme deuxième attaquant. Ouais. Et alors apparemment, Alessandro, il a quand même une qualité de pied qui a l'air de... Enfin, une belle frappe. On a vu pas mal de vidéos où il se mettait en valeur sur un aspect en particulier. Ouais, il aime bien rouler ses frappes, il marque souvent comme ça. Après, c'est compliqué, effectivement, comme disait Pat, d'avoir beaucoup de vidéos sur lui, en fait, dans le sens où il a quasiment pas joué en pro, une quinzaine de matchs. Donc on se base plutôt sur des vidéos en U18, où le niveau est largement plus faible. On se souvient du but de Mboula en Youth League avec Barcelone, où on s'était quasiment tous enflammés dessus, pour au final, on sait ce qu'il est devenu. Enfin, on sait même pas, mais ouais, donc faut faire attention avec les vidéos là. Mais oui, effectivement, il a tendance à enrouler ses ballons. Et pour être précis, Séville, donc c'était bien l'année dernière, ils ont fini 17ème, et il y a 2 ans, ils avaient fini 14. Donc, ok. Ouais, c'est pas beaucoup mieux quand même. Non. Mais voilà, on est en tout cas sur un profil d'un joueur très prometteur. Alors, à voir effectivement dans le temps. Moi, le seul élément que j'ai pu avoir, c'est qu'on me l'a présenté en tout cas vraiment comme presque un potentiel phénomène. Après, effectivement, ça vaut ce que ça vaut. Hein. On parle encore de joueurs chez les jeunes et qui doit probablement confirmer sur le football d'adulte, sur le football professionnel. Donc c'est là aussi où c'est le plus difficile, forcément. Mais en tout cas, voilà, on m'avait dit que c'était un mec très prometteur. On m'a dit un mec rapide, très technique aussi. Donc voilà. Après, ça
Ça rejoint les déclarations de Skoro qui a dit dès la fin de saison dernière qu'il voulait effectivement plus de variété dans nos offensifs parce qu'on avait plutôt 4 créateurs avec Ben Seguir, Golovin, Akliouche et Minamino. Et là, on l'a vu déjà avec le recrutement d'Ansu Fati où c'était effectivement aller chercher plutôt des ailiers qui étaient plutôt vifs et rapides. Et là, ça se confirme avec ce recrutement-là. Alors, avec le match de Lille, on voit qu'on s'ouvre au 4-3-3 de plus en plus. Là. Alors après, est-ce que le match de Lille était un one-shot parce que c'est vrai que le 4-3-3, c'est un système que Adi Hutter n'a quasiment jamais utilisé. On n'avait pas les depuis qu'il est joueurs à pour, Monaco. tout simplement. On n'avait pas d'ailier, à part Diatta, c'est le seul vraiment qui était un pur ailier. Les autres, c'est pas des ailiers du tout. Quoi. C'est des milieux créateurs. Quoi. Ouais. Donc bon, à voir si on va vraiment persévérer là-dedans. J'en suis pas encore tout à fait Ah convaincu. non, je dis pas qu'on va utiliser ces tactiques régulièrement. C'est plus qu'on va pouvoir, sur certains matchs, pouvoir renforcer notre milieu et pouvoir avoir des armes offensives. Après, on disait, voilà, c'est un profil d'ailier. C'est vrai que c'est un profil donc on a vu qui aime bien aussi rentrer dans l'axe, mine de rien, en tout cas aller provoquer dans l'axe. Donc pour le coup, ça peut aussi faire penser à un Elias Ben Seguir. Mais c'est un joueur qui peut aussi jouer pareil, indépendamment, à droite, dans l'axe aussi, comme soutien, attaquant de soutien. Donc au final, j'ai pas l'impression que ce soit un profil peut-être si différent. Alors peut-être qu'il a un peu plus de qualité de percussion, mais comme Fati, c'est un joueur qui peut jouer un petit peu partout, mais pareil comme Ben Seguir, comme Minamino, comme Golovin, comme Akliouche. Enfin, ils ont, on dirait pas que ce sont des ailiers, des purs ailiers, quoi. Tu vois, je sais pas, je pense. Ils mangent la ligne. Ouais, voilà. Tu vois, Arjen Robben, clairement, c'est un mec qui mangeait la ligne. Point. T'allais pas le foutre dans l'axe. Un mec comme ça, t'as l'impression que visiblement, et Fati même, beaucoup parlait de le faire jouer aussi milieu, attaquant de soutien dans l'axe. Donc voilà, je sais pas si on va vraiment avoir un système plus pour mettre en valeur les ailiers. Par contre, ce qui est possible, c'est que dans l'animation collective, là, il y aura peut-être quelques changements. Et l'idée de passer beaucoup plus par les côtés que ce qu'on faisait jusqu'à présent, où c'est vrai qu'on a un jeu qui est très axial, et ce qui a déjà été remarqué, noté par les d'autres entraîneurs adverses. Donc voilà, ça pourra effectivement peut-être permettre d'apporter plus de variété à ce niveau-là. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur Idumbo. Messieurs, on ne va pas reparler de Boisbré, on ne va pas reparler de Majeski, pour qui on a une petite pensée, parce que ça se passe pas très bien en ce moment, le pauvre. J'ai envie de le renvoyer. Ouais, c'est terrible, là. C'est dur. Hein. Après, ils peuvent se consoler en se disant qu'ils vont avoir un nouveau gardien dans tous les cas en janvier. Ils ont déjà prévu, mais bon. Voilà. Dans l'intérêt de tout le monde, nous, on espère que ça se passe bien pour Majeski, si jamais il y a possibilité de le vendre et de pas réaliser de moins-value, ce sera une bonne chose pour nous. Voilà. Puis après, dans son intérêt de progression aussi. On a eu les petits Efekele et Benama, qui ont été parmi les dernières officialisations aussi, mine de rien. Alors Benama apparemment a été libéré. Efekele, j'ai cru voir qu'il y avait une petite vente quand même. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas, ou si ça a été comptabilisé. J'ai pas l'impression. Mais il y a ça, plus un pourcentage à la revente, comme Goebbels. 3 millions d'euros qui sont tombés du ciel d'ailleurs. C'était dans le même club suisse qu'on l'envoie en plus. Tout à fait. Donc on se dit qu'on va peut-être refaire le même braquage. Ouais. Voilà. À ceci près que Efekele n'a jamais vraiment eu le même statut que Goebbels en jeune. Donc ça me paraît peut-être plus compliqué. Mais c'était juste le sosie d'Mbappé, quoi. C'est pour ça que tout le monde s'est un peu enflammé. Je me souviendrai toujours de ce commentaire en dessous, je sais plus sur Fofana. Non, ça c'était, tu pensais au live après la qualif en Ligue des Champions, c'est ça? Ouais, non, oui, demande à Fofana fais-moi jouer, dis au coach de me faire jouer l'an prochain. Non, c'était plus sur une vidéo qui était sortie, je sais plus, et il y avait un mec qui a mis putain, ils ont cloné Mbappé, les mecs carrément, genre Monaco, c'est le turfu, tu vois, les mecs ils sont déjà en train de cloner leur ça m'a fait beaucoup rire ce jour-là. Malheureusement, c'est vrai que c'est peut-être ce dont on se souviendra le plus de Efekele, de son passage à Monaco, c'est le fait qu'il ressemble à Mbappé. Et on a eu, ça, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, le départ de Myron Boadou. Enfin. Alors, on l'aurait vendu pour 0, ça aurait été exactement la même, je crois. Mais voilà,
c'est fait. Non, il sort d'une bonne saison quand même. Putain, moi je suis déçu, franchement, qu'on le vende aussi peu cher, quoi. C'est fou qu'il n'y ait pas eu plus d'offres sur ce joueur, quoi. Mm. Il sort une saison Bundesliga, il met quoi, 9 buts, une passe, je crois. C'est pas le meilleur attaquant du monde, mais là, il l'offre même pas 1 million, quoi. Je suis d'accord, c'est loin d'être dégueulasse en réalité en termes de statistiques. Ce qu'il a fait en termes de ratio but match, enfin minutes jouées, c'est pas mauvais Oui, ça du va tout. aussi. Donc Bah, après, voilà, Monaco, hein. on sait très bien que c'est clair que ce qu'on avait payé à l'époque, 17 millions pour cette grande promesse que ça représentait, bon, bah, c'était clairement surévalué, ça, on l'a compris aujourd'hui, mais de là, on tirait même pas 6 ou 7. Voilà. Après, c'est encore un joueur qui a été blessé, quand même, la saison dernière, mine de rien. Et ça, dans le dossier, ça doit aussi un petit peu peser. Mais bon, messieurs, ne faisons pas la fine bouche. Et on l'a placardisé cet été. Hein. Il a été caché en principauté, on l'a pas vu. Et sachant qu'il lui restait aussi qu'un an de contrat, donc. C'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est vrai, ça aussi, c'était une des contraintes. Ça joue aussi. Que, voilà, il lui restait qu'un an de contrat. Mais c'est vrai que tu vois, il était, comme tu dis, il était placardisé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été à l'entraînement, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été même compté dans le stage, dans aucun groupe, rien du tout. La reprise, on l'a pas vu. Son numéro, l'an dernier, il avait lâché le 9 à Balogun, mais bon, de toute façon, il était parti, il avait pris le 23 le temps 2. Le 23, là, il l'a lâché à Bamba. Donc c'est-à-dire que voilà, le mec, bon, vraiment, il passait après tout le monde. Et je vous avoue que j'ai pas fait gaffe, mais la dernière fois que j'étais allé à l'entraînement ouvert à la presse, c'est vrai que j'avais juste avant l'arrivée des pros, il y avait le groupe élite qui s'entraînait et j'ai pas pensé à vérifier s'il n'était pas avec eux. Peut-être qu'il était avec eux, tu vois, à ce moment-là. Ou pas du tout, je n'en sais rien. Non, ouais, je pense pas. C'est même pas certain. Il était même pas sur la feuille de match du groupe élite, donc. Ah, les feuilles de match, non, mais qu'il puisse s'entraîner, tu vois, pour quand même faire. Ouais. T'es obligé de le laisser s'entraîner au club. Ah, ça, s'entraîner au club, oui, maintenant. Mais tu vois, est-ce qu'il était. Oui, non, bien sûr, mais est-ce que il était. Il peut s'entraîner même individuellement, tu vois. Mais est-ce que du coup, pour qu'il quand même garde un peu certains trucs avec le collectif, il faisait passer avec le groupe élite, tu vois, je sais pas, mais. Enfin bon. Mais voilà, en tout cas, le départ de Myron Boadou au PSV Eindhoven, donc 800 000 €, 1,5 million d'euros de bonus et un pourcentage à la revente si jamais il parvient à se relancer. Mais je crois qu'il a signé 1 an plus une autre en option. Donc voilà, c'est-à-dire que même le PSV, a priori... Ils croient pas. Voilà, ils ont pris ça en se disant si jamais on arrive à le relancer, c'est gagnant-gagnant, mais bon, voilà, avec quelques réserves, visiblement. On va attaquer les gros, là. Parce que là, il y a du lourd. On peut commencer par Mbolo, effectivement, si tu veux. Tu veux parler des gros, donc. Non, je pensais pas dans ce sens-là. C'est ce qui lui était reproché, quand même. Je pensais... Alors, c'est son hygiène de vie qui est reproché au club. Alors, il y en a qu'un qui lui a reproché pour l'instant, visiblement, c'était Romain... Enfin, c'est Molina qui s'en est fait l'écho. Après, on sait qu'Mbolo sortait, on sait que il avait eu un accident un jour, circulation à 4h ou 5h du matin dans les rues parce qu'effectivement il était sorti. Bon, mais ça peut pas être que ça parce que j'en connais un autre au même poste. Je sais qu'il aime bien sortir aussi, tu vois. Mais comme il a marqué pas mal de buts en début d'année, ça pose moins de problème. Donc je suis pas certain que ce soit vraiment le fond du problème parce que bon. Les joueurs sortent, hein, ça on le découvre pas, et s'ils ont envie de s'amuser, voilà, tant qu'ils sont bons sur le terrain, j'ai envie de dire, et tant qu'ils font pas les cons comme un autre qui s'est encore fait condamner récemment, voilà. Mais et d'ailleurs Mbolo s'est fait condamner. Aussi. Par la suite. Bon, c'est une affaire qui traînait un petit peu de l'époque où il était encore à Bâle, si je dis pas de bêtises. Mais bon. Ou à Schalke. Non, il était à Schalke. Ça s'était passé à Bâle, mais il était à Schalke à ce moment-là, je crois. Enfin bref. Donc c'est une vieille affaire, donc on va pas forcément, on s'en fout un peu. Puis c'était pas non plus... c'était une altercation dans la rue qui s'est un peu... Voilà. Mais bon, bref. Rennes, du coup. Alors, on a failli... On s'est demandé quand même si ça allait se faire. On se rappelle le dernier jour. Pas y aller. Voilà. On se rappelle le dernier jour du mercato quand même, Alessandro. Ouais, en fait, on apprend donc c'était le dernier jour, c'était lundi. Le dimanche soir, on apprend qu'il y a un accord effectivement entre Monaco et Rennes et qu'il doit aller le lendemain matin à la visite médicale et puis signer son contrat.
Et lundi, en fin de matinée, l'équipe nous apprend, enfin les différents médias nous apprend que Mbolo a pas pris l'avion. Et donc il a pas été. Puis au final, ça s'est décanté en fin d'après-midi. Il a quand même signé son contrat là-bas et c'était officialisé dans la soirée par Rennes et la SM, quoi. Effectivement, je pense qu'il voulait pas y aller. Il attendait une offre du Moyen-Orient pour faire le jackpot. Sachant que nous, on voulait pas le prolonger. Il lui restait 1 an de contrat. Il a un gros salaire. Il n'était pas dans les groupes de Ligue 1 là, les 3 premiers matchs. Donc c'était vraiment une invitation à ce qu'il parte. Et là, Rennes, bah, du coup, ils ont dû lui proposer un salaire, bon salaire pour qu'il y aille. Et puis bah, il part là-bas, quoi. Après, c'est vrai que pour lui, enfin, niveau salaire, je pense que ça va être pas mal parce qu'on sait que Rennes a quand même tendance à être assez généreux sur les chèques à la fin du mois. Il va falloir être bien généreux parce que du coup, il va payer des impôts, monsieur, maintenant. Il est plus à Monaco. Après, je sais pas exactement ce que ça donne pour la Suisse aussi. Bah, le club va avoir des charges sur son salaire, ça c'est très différent par rapport à nous. Entre le brut et le net, et là il va peut-être perdre, mais lui les impôts par contre je sais pas ce qu'il va payer dessus en tout cas. Ce sera peut-être pas en tant que Suisse, je ne sais pas comment ça se passe pour un Suisse en France. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était assez rigolo, comme tu disais, Sandro, de se demander s'il allait vraiment y aller ou pas, s'il allait leur faire à l'envers au dernier moment. Sachant qu'il s'était déjà fait avoir par Harder, enfin en tout cas, ils s'étaient déjà retrouvés dans une situation un peu où ils ont reculé sur Harder, ils n'avaient pas réussi à conclure Stassin aussi de Saint-Étienne, donc ils étaient un peu en galère sur le dossier. Du second attaquant qui voulait. Donc, bon, Mbolo reste en France. Hein, je pense que quand on fera le prono avant le match de Rennes, on sera tous probablement à se dire bon, bah, je pronostique un but d'Mbolo contre Monaco. Bah, c'est écrit. C'est écrit. Mais le but gag, c'est-à-dire le ballon qui rebondit sur un défenseur, puis sur le gardien, et puis sur la barre transversale, les 2 poteaux, et ça rentre. Un truc. Biarritz, s'il veut dégager, il tape dans son ancien copain et puis ça rentre, quoi. Ça va être un truc à la mort de Moleux comme ça, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, donc un départ. Alors, intéressant, messieurs, j'ai envie de poser la question quand même. Mbolo, c'est 1 an de contrat. Est-ce que ça aurait pas été intéressant, s'il en avait envie éventuellement, de le prolonger, sachant que dans le même temps, visiblement, on avait une très belle offre de Stuttgart pour Ileni Kena. Bah oui. Vous êtes Thiago Scuro, vous faites quoi? J'ai vraiment du mal à croire au projet Ileni Kena. Surtout au montant qui est proposé, quoi. Je fais partir Ileni Kena. Après, ça ne doit pas être les mêmes salaires non plus, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était plus intéressant de faire dégager Mbolo, qui avait un énorme salaire et qui, sur le terrain, n'apportait pas tant que ça. Bah, il a porté quand même. Enfin, on a quand même. Moi, je Enfin, suis. clairement, le problème, c'est qu'Mbolo, il est là pour avoir une place de titulaire. En plus, il a le salaire pour ça. Et là, tu t'es obligé maintenant de faire jouer Balogun. Tu es obligé de le mettre en avant, Balogun. Tu peux pas t'asseoir sur 30 millions encore une fois. Ça, tu es j'espère obligé bien. de. Non, mais c'est surtout. Et Après. donc, t'as Biarritz, Balogun qui vont prendre les places de titulaire. Mbolo, c'est un gros salaire pour avoir un mec qui va être sur le banc. Après, Balogun, bon, c'est titulaire, c'est normal aussi, c'est entre guillemets, c'est mérité. Enfin, je veux dire, c'est logique qu'il le soit. Enfin, en plus, quand on voit son match contre Strasbourg. Pas pour tout le monde, hein, parce que quand moi, en début de saison, j'ai commencé à poser des compos avec du 4-4-2 avec Balogun, on m'a insulté tous les noms parce que j'avais mis Balogun titulaire, quoi. Mais est-ce que tu avais piqué le visuel de quelqu'un aussi à ce moment-là? Non, pas encore. Pas encore. Mais ouais, non, bah, enfin, en tout cas, après, je pense que les gens ont quand même hâte aussi envie de voir cette association Balogun-Biret, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mal vendu par rapport à leur passé à Arsenal ensemble. Là, t'as un storytelling autour. Voilà. Mais c'est vrai que là aussi, il y avait un storytelling assez sympa entre Mbolo Biret, mine de rien, et une association qui mettait en valeur Biret, qui mettait aussi en valeur Mbolo. De toute façon, Mbolo, on sait que ça marche mieux avec un deuxième attaquant. Mais c'est vrai que voilà, il y avait aussi une belle relation entre les deux, et c'est peut-être aussi quelque chose comme ça qu'on va un petit peu casser. C'est un peu dommage. Moi, quand j'ai vu le montant des 27 millions pour Ileni Kena, je croyais que c'était une blague au départ. Mais sachant que Stuttgart avait mis 20 millions sur Bonani de Nice, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. Enfin, ils ont dû recevoir une somme d'argent, ils savent pas quoi en faire. Puis ils sont contents de Nubel, alors on peut s'attendre à tout. Hein. Oui, à partir de ce principe, tu peux tout faire. Mais ouais, 27 millions. Bon, après, Ileni Kena, il est très jeune aussi. On oublie vite qu'il a quoi, il a eu ses 19 ans là, donc effectivement, c'est très très jeune. Il a déjà une saison avec nous là au groupe, donc à voir cette saison.
Moi non plus, je suis pas convaincu par ce joueur. Donc 27 millions, moi je l'aurais déjà mis dans l'avion. Et effectivement, j'aurais gardé Mbolo. Après, Balogun m'a rassuré quand même sur ces deux matchs à Lille et à Strasbourg, dans son sens, dans le jeu de haut but, qu'Mbolo savait bien faire aussi. Balogun l'a super bien fait, notamment contre Strasbourg, donc ça m'a rassuré un peu sur ce côté-là. Et en fait, Mbolo, je pense que son départ va tous nous chagriner un peu quand même. En fait, c'est le gars que t'aimes bien détester, entre guillemets. Il va te louper des immanquables, et puis bah, des fois, comme quand l'arbitre contre Nice, il met un but capital et où il fait le taf un peu tout seul, quoi. Ouais, et puis c'est une bonne. C'est quelqu'un de bien. C'est un bon mec. Voilà, c'est un bon mec. Voilà, il y a toujours le sourire. C'était un leader voilà, incontestable dans le vestiaire aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui était bien avec beaucoup de monde, qui s'entendait bien avec Zakaria aussi. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Hein, on a pu voir des stories de certains joueurs, Biret, Zakaria notamment. Beaucoup étaient quand même tristes de le voir partir. Donc même si je pense ils savent tous que c'est le football, que c'est le jeu du mercato et du business aujourd'hui, ils en ont tous conscience. Mais voilà, je pense que c'est un départ qui doit chagriner quelques-uns de ses anciens coéquipiers dans le vestiaire quand même. Alors, je pense qu'ils sauront s'en remettre, mais voilà. Après, ce qui a été fait intelligemment, entre guillemets, c'est qu'on a toujours fait comprendre à Mbolo qu'il fallait pas qu'il reste. C'est pas comme si tu l'as mis dans le groupe titulaire à Strasbourg le dimanche et le lundi tu le forçais à l'envoyer à Rennes. Le gars était pas dans les groupes. À un moment, les mecs sont logiques aussi. Tu vois que ton pote est pas dans les 3 premiers groupes de championnat, tu te doutes qu'il va partir. Puis dans le principe où tu veux pas le garder, tu as 15 ans de contrat, le vendre 13 millions plus 2, c'est quand même un petit braquage. Merci Rennes pour l'histoire, parce que on récupère notre mise, parce qu'on l'avait acheté 12 peut-être à l'époque. 12,5, c'est-à-dire qu'on même plus que notre mise. Alors qu'au final, il n'y a qu'une seule vraie saison qui est aboutie, c'est-à-dire la première. 2022-2023. Voilà, entre-temps, il y a eu les croisés, malheureusement pour lui, et c'est une saison blanche. Et la saison dernière, elle a été très difficile sur pas mal de points, et ça a été mieux ensuite avec notamment l'arrivée de Biret. Mais bon, ça reste une saison au final... en demi-teinte. Ouais, vraiment en demi-teinte, quoi. Et avec, comme tu l'as dit, d'énormes ratés. D'énormes ratés qui heureusement que c'est Mbolo et qu'on l'apprécie beaucoup, parce que je pense que si c'était un autre joueur qui ratait tout ce qu'il ratait, le pauvre, il aurait pris bien plus cher que si ça n'avait pas été lui, quoi, tu vois. Donc, mais voilà, effectivement, Rennes, pour le coup, très généreux, parce que vraiment, après 3 saisons finalement pas si abouties, on récupère quand même notre mise, voire mieux, ce qui me semble assez... improbable. Surtout le dernier jour du mercato, quand il n'y a pas d'autre offre, quoi. Ah ça, du coup, c'est la définition du panic buy. Typiquement, les Rennais étaient dans ce cas-là. Sachant qu'ils avaient claqué 15 millions sur le pôle qui a 6 mois de Ligue 1, bon, ils étaient à 15 millions près pour un gars qui est un peu plus confirmé, quoi. Voilà, ils étaient plus à ça près, effectivement. Alors ensuite, du coup, le cas Mbolo étant évacué... de qui parle-t-on, messieurs? Magassa, Penseguir, Singo. On parlait de belles histoires. Il y en a une belle aussi avec... On parlait d'un mec qui voulait pas, a priori, aller à Rennes. On va parler d'un mec qui, a priori, voulait pas aller à Galatasaray. Du coup, c'est Wilfried Singo. On a vu... ça a l'air d'aller mieux, mais je pense qu'avec un salaire à 5 millions net... Ah oui, pardon, juste... je fais un dernier point, mais par rapport au KM Bolo, quand je parlais d'Ilini Kena, il y a aussi une autre problématique qui rentre en ligne de compte, mine de rien, c'était la question des quotas aussi de joueurs formés localement sur les listes Ligue des Champions. Patrice, ça c'est quand même aussi un point qui a peut-être aussi convaincu les dirigeants déjà de garder Ilini Kena sans que le cas Mbolo entre dans la balance, on va dire. Mais ça, je pense que c'est aussi un des points qui fait qu'on n'a pas accepté peut-être l'offre de Stuttgart à ce moment-là. Ouais, parce qu'on a déjà plus beaucoup de joueurs formés au club à mettre dans la liste UEFA, et après les joueurs formés en France localement, on n'en avait pas tant que ça, quoi. On n'avait que 3 joueurs. 4. Ah, 4, tu comptes. Mais pour moi, il est formé au club aussi, non? Non, il arrive qu'en janvier 2024. Ah, il n'a pas assez d'années, d'accord. Donc c'est son cursus à Dijon qui fait que ça le permet d'être formé localement, mais oui, donc au même titre que Ouattara qui est pas parti, je pense aussi c'est parti parce qu'on avait besoin de le garder, ou alors de trouver un remplaçant qui était formé en France pour ou un Lucas Michel aussi qui n'est pas parti. On avait eu
un peu après la clôture du marché, on avait eu l'info comme quoi il n'y avait pas réussi à trouver d'accord entre Nantes et Monaco pour le prêt du joueur. Alors Michel est sur liste B actuellement, alors ça c'est un peu, je ne vais pas dire envenimé avec lui, mais on a appris qu'il avait refusé de jouer avec le groupe élite, que Monaco avait accepté de le laisser partir, puis fermer la porte, donc ça l'avait un peu frustré. Donc voilà, une gestion un petit peu difficile, un peu incompréhensible. Voilà. On parlait, nous, d'être un peu comme des girouettes. Je sais pas ce qu'on va en faire de Lucas Michel, hein, parce que je veux bien pour les listes, mais je vois pas dans quel monde il va. Quand tu vois la quantité d'ailiers qu'on a, alors j'espère que, entre guillemets, on n'aura pas une hécatombe il est de blessés. polyvalent. Hein. Il peut aussi jouer attaquant. Ouais, après. Ouais, mais c'est vrai qu'au mieux, dans la hiérarchie des attaquants, il est 4e. Et dans la hiérarchie des ailiers, c'est un peu pareil, quoi. Enfin, par poste, je veux dire, tu peux mettre, je sais pas. Au même niveau qu'il était l'année dernière, quoi. Oui, voilà, ça. Je peux comprendre qu'il ait les boules de pas partir et de stagner, en fait, d'avoir la sensation de stagner. Parce que pour le coup, tu l'envoies en prêt en Ligue 1 à Metz, à Nantes, à Brest. Je pense qu'il peut choper du temps de jeu là-bas. Alors que là, les entraînements avec le groupe, il les fait déjà depuis au moins 6 mois, 1 an. Honnêtement, le temps de jeu, je sais même pas s'il va en avoir. Hein. Ou sur des matchs comme là, Auxerre avant la Ligue des Champions, et encore, t'as du Ansu Fati, du Idumbo, du Minamino, du Akliouche, du Golovin. Avec les blessures, les rotations, suspensions, il aura du temps de jeu hein, quand même. Pas énormément, hein, mais. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas s'il en aura plus qu'année dernière. Je suis pas certain. Je pense que l'année dernière, effectivement, il a eu une belle opportunité de se montrer. Et il s'était montré, mais derrière, dès qu'un Balogun est revenu de blessure, il a disparu du groupe, en fait. Ce qui a causé notamment sa frustration, parce qu'il n'a pas compris. Mais c'est vrai que quand je disais aussi, voilà, nous, on changeait, on retournait nos vestes, on était un peu girouettes peut-être sur nos avis par rapport aux questions qu'on posait dans les gazettes. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau du club, c'était aussi un petit peu le cas au niveau... je vais pas dire girouette, mais voilà, visiblement, ça ne semblait pas avoir de cap clair sur certains joueurs. Ça changeait pas mal d'avis. D'un coup, c'était OK, on vend, le lendemain, on vendait plus. Donc, bon, voilà. Pas toujours très lisible, Monaco, apparemment, au niveau de ses orientations à ce niveau-là. Donc, Singo, du coup, pareil, hein, Singo, on n'avait pas l'impression qu'il devait partir, justement, et puis finalement, il est parti. Alors, lui, il voulait pas trop aller à Galatasaray, et puis il a ouvert la porte. Peut-être que le salaire de quasiment 5 millions d'euros annuels l'a convaincu d'y aller. En tout cas, il est parti pour quasiment 31 millions d'euros dans ce mercato-là, ce qui est une très très belle vente quand même, messieurs. Tu vois, 3 fois. Ceux qui l'ont pas vu, faut regarder la vidéo où il est dans l'avion. Le gars, c'est une prise d'otage, quoi. Tu vois dans son regard qu'il est malheureux. Et tu vois, après là, ça avait l'air d'aller mieux. Là, il a fait son premier match où les coéquipiers, ses nouveaux coéquipiers lui sautent dessus. On voit Jacobs notamment. Ouais. Et on parlait d'Embolo qui marque contre nous. Le centre de Jacobs pour la tête de Singo aussi, ou Louis II, si on le prend pas celui-ci. Mais ouais, non, après en fait, je pense qu'aussi il y a le côté affect qui rentre en jeu dans ce transfert-là. Je pense on est tous déçus aussi de le voir partir parce que sa première saison, elle est incroyable, surtout après les défenses, enfin les défenses qu'on a connues sous Clément, où c'était catastrophique. Là, on avait un gars qui était physique. Il avait son petit côté technique par moment. On se souvient tous du geste sur Barcola qui avait fait le tour de la planète. Il y a le côté affect parce qu'en fait, quand on parle avec d'autres supporters qui voient pas forcément tous les matchs, d'autres supporters d'autres clubs, eux ils trouvent ça énorme les 30 millions qu'on récupère. Alors que pour moi c'est une belle vente, mais c'est logique quoi. Fallait pas moins. Hein. Moi je pensais même plus 35-40 si on avait pu choper un club de première ligue. On l'a pas eu parce que ces 6 derniers mois étaient moins bien. C'est la réalité aussi finalement, c'est que c'est sa deuxième saison, elle nous laisse un souvenir beaucoup plus mitigé au final. Moins bonne que la première en tout cas en termes de ressenti. C'est ça, on voit pas de progression en fin de compte. Et après ouais, c'est en fait, tu te dis est-ce que dans un an tu aurais réussi à avoir 30 millions ou plus, tu peux pas en être sûr dans le sens où le mec s'il se pète 2 mois. Alors, en plus je pense que il y a la CAN qui rentre en jeu parce qu'il va y aller là en mois décembre-janvier, donc ça a dû compter parce qu'on sait comment on a galéré. On sait comment on a galéré l'année où la première saison sous Hutter où il y avait la CAN plus la Coupe d'Asie pour Minamino.
Donc je pense que ça a dû rentrer en compte. Alors dans ça la prise de décision. c'est intéressant parce qu'effectivement en conférence de presse, Kouro a parlé de la question de cette problématique de la CAN, de ce qui s'était passé il y a 2 ans où on avait 8 joueurs qui étaient partis. On rappelle, il y avait aussi la Coupe d'Asie en même temps, donc Minamino en plus était parti. Mais c'est vrai que ça a eu un poids et alors là pour le coup c'est clair qu'on on a évacué le problème, j'allais dire radicalement, sauf parce que là en plus ça peut être encore plus problématique, Patrice, avec Camara, par rapport à la Carrément. situation du milieu de terrain. C'est incompréhensible. On passe tout de suite sur les milieux de terrain, là. Ouais, On non, parlait. non, mais pour rester sur la CAN, les joueurs qui ont... Ah oui, pour moi, c'est incompréhensible qu'au milieu de terrain, on ait fait un -1 sur le groupe, quoi. Parce que du coup, on a perdu 3 joueurs, on a fait signer que 1. On peut dire que Bamba, c'est le deuxième, quoi. Pour moi, il manque clairement un milieu de terrain. Et quand il y aura la CAN, ça va être très, très problématique. Ouais. On garde Salissou, du coup, parce que lié aussi au transfert de Singo, ça veut dire qu'un Salissou est encore là, alors qu'a priori, il était censé quand même un petit peu partir. C'est pour ça que Singo part aussi, parce qu'il n'y a pas d'offre pour Salissou. C'est ça, voilà. C'est Salissou pas qui d'offre assez intéressante ou que lui n'a pas accepté. apparemment, il y en aurait eu, mais Monaco les aurait pas forcément... les aurait Ah, c'est- rejetés. c'est- C'est ce qu'on avait... Sachant qu'on l'avait acheté 15 millions, je vois mal un club mettre 15 millions sur lui après sa dernière saison. Bah, même les donc- 2 dernières, hein, arrête de te dire. Ouais, après il y avait quand même des choses intéressantes sur ces 6 premiers mois. Alors, il était blessé, il a commencé vraiment sa saison en décembre. Ouais, voilà. Et puis là, il s'était reblessé encore pas mal derrière en sélection. Donc c'est un joueur après un peu fragile physiquement. Et puis l'année dernière, par contre, effectivement, moins fragile. Mais alors, par contre, à un moment donné, il s'est fait, après Benfica Ouais. d'ailleurs, le match On l'a de pu- barrage, il s'est fait, c'était fini, quoi. C'était il a fait, l'erreur de trop, quoi. Il a fait 2 bons mois avec Kerrer là, jusqu'à en fait le tournant, c'est le match à Nice où Zakaria effectivement se blesse et lui il se blesse la trêve internationale au Soudan juste avant le match contre Nice et c'est là où il y a le premier tournant parce que les 2 premiers mois l'année dernière il s'est eu Kerrer, enfin on se voyait voyager avec et au final, C'est ça vrai. l'a pas du tout fait. Par contre lui il fera Après, pas la CAN parce que Oui. le Ghana est pas qualifié. Tout à fait, voilà. Absolument. Ça, c'était aussi un des arguments, justement, peut-être. C'est-à-dire qu'autant un Singo, tu sais que tu le perdrais à la CAN, autant Salissou, tu sais que lui, il va rester là. Parce que le Ghana, c'est pas qualifié. Autre joueur qui ira probablement à la CAN, mais qui ne nous concerne plus, du coup, c'est Ben Seguir. Parti pour 32 millions d'euros, donc, du côté de Leverkusen. Alors, il y a aussi des bonus, et je crois un pourcentage, si je dis pas de bêtises, ou peut-être juste aussi. des bonus. Enfin, en tout cas, Non, pourcentage aussi. alors moi, bon, je l'ai un petit peu évoqué sur le dernier débrief, forcément, mais c'est un départ qui me fait un peu mal. C'est vrai que, tu vois, on parle souvent, des fois, des joueurs sur lesquels on a du mal à s'identifier, qu'on a du mal à apprécier dans cette grande lessiveuse à chaque fois du marché des transferts, où finalement on a peu de joueurs qui restent au club, peu de joueurs en tout cas qui restent qui s'inscrivent vraiment dans la durée. Bon, je savais que évidemment il allait partir au bout de 3, peut-être 4 ans, on va dire, après ses débuts en 2022, donc finalement ce sera 2 ans et demi après, puisqu'il a explosé en milieu d'année. Bon, au pire, on le perdait l'année prochaine. Donc, je savais que c'est clair que c'est un profil de joueur qui peut exploser et qui donc peut partir rejoindre un grand club ensuite, une fois qu'il a vraiment explosé. Mais voilà, je suis forcément un peu triste parce que c'est un joueur que, voilà, pour le coup, j'appréciais pas mal. Beaucoup plus que d'autres voilà. Mais voilà, forcément, ça m'a fait un peu triste. Maintenant, Alessandro, je sais que on en a déjà pas mal parlé. Alors, je sais pas si on l'avait déjà mentionné dans l'émission, mais je crois que si, quand même. Mais Dans le dernier débrief. Ouais. c'est sûr que c'était quand même le choix de la raison de faire cette rupture, on va dire. Moi, je vais paraître plus froid après ton romantisme, mais moi, c'est vrai que ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Moi, je suis limite content qu'il s'en aille dans le sens où, en fait, alors oui, effectivement, c'est un gamin formé au club, il y a la belle histoire, son premier match, il met le doublé au Auxerre. Mais en fait, sa petite vidéo d'adieu m'a fait un petit quelque chose. Là, tu vois que je pense qu'il a peut-être versé une petite larme aussi, parce qu'il a les yeux un peu rouges. Mais non, oui, effectivement, ça fait un petit quelque chose parce qu'il est formé chez nous. Puis il aime le club, hein. Enfin, il faut le dire. Hein. Oui, c'est un vrai amoureux. C'est un mec qui aime le club, donc c'est dommage. Voilà.
Mais moi, non. En fait, quand tu sais que ça passe plus avec Cutter, que tu vois son niveau de jeu depuis novembre 2024, enfin, c'était compliqué hein, les 6 derniers mois en termes de jeu. Après, il a eu des soucis perso, donc il faut aussi prendre ça en compte pour juger sa saison. Mais dans le sens où ça passe plus avec Hutter. Hutter qui a été prolongé jusqu'en 2027. Alors, on sait pas s'il restera jusque-là, mais au moins il va faire la saison. Tu peux pas le garder, c'est impossible dans le vestiaire, ça va pas tenir. Et puis lui, il voulait pas prolonger, donc il restait 2 ans de contrat où on lui faisait pas une offre assez satisfaisante pour qu'il reste aussi. Il y a peut-être ça aussi. Mais non, tu pouvais pas le garder. Et là, on récupère quand même, je trouve, une belle somme. Alors, on demandait 50 millions à un moment, ça c'était pour, je pense, freiner un peu tout le monde. Et en plus, moi, alors, ce que j'aime bien entre guillemets dans ce transfert, c'est qu'il reste pas en Ligue 1. Tu sais, s'il avait signé à l'OM, effectivement, là, je t'aurais peut-être dit autre chose. Mais là, 32 millions à Leverkusen. Lui, il va s'éclater dans un championnat un peu plus peut-être ouvert au niveau des défenses. Et moi, je suis content qu'il parte dans le sens aussi où on garde Akliouche aussi, peut-être grâce à ce transfert-là. Bah, Akliouche aussi, pareil. La problématique, on la connaît. Pas d'offre. On sait Pas tous. d'offre au niveau qu'on voulait. Bah, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que. Je pense que des offres, il y en a eu quand même. Bah, c'est-à-dire Ou des approches ou quelque chose comme ça. Mais c'est. Bah, apparemment, Tottenham aurait même tenté dans les derniers jours du mercato. Mais c'est vrai que. Bah, c'est logique. Enfin, on le sait tous, on se l'est tous dit. Akliouche ne vaut pas 70 millions d'euros. Et la preuve, elle est claire, elle est apportée aujourd'hui. Alors, dans un an, je te dis pas, j'y crois pas quand même, mais dans un an, peut-être que quelqu'un voudra les mettre, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est que personne ne les a mis. Donc, si personne ne les a mis, c'est qu'il les vaut pas. Voilà. Après, on pouvait le faire partir peut-être à 50, peut-être un peu plus que 50, avec des bonus qui font peut-être 60, etc. Mais 70, voilà, on le savait, quoi. Après, quand tu vois qu'un Désiré Doué, quand il signe au PSG, il signe à 50 bars, alors qu'il a juste la Ligue 1 de mémoire avec Rennes. Après, Alors que là, avec Akliouche, il a une session. Ouais, mais au final, oui, t'as le potentiel. Et puis, on parle du fait qu'effectivement, la Doué, il a explosé. Donc c'est plus facile de dire après, ouais, il valait les 50 millions. Mais à l'époque, quand il pose 50 millions, faut. Enfin, tu te dis, au final, ouais, oui, il y a ça aussi. Mais avec Akliouche, il a une saison de Ligue des Champions dans les jambes aussi. Hein. Et maintenant, l'équipe de France, d'ailleurs. Je pense qu'il est quasiment à son plus haut niveau. Hein. La marge de progression, elle n'est pas si folle que ça. Hein. Après, il faudra qu'il soit capable de revenir en équipe de France, surtout. Ça va être ça le plus dur. S'il est plus appelé sur les autres rassemblements, à voir. Mais si Deschamps continue de l'appeler régulièrement sur les éliminatoires avec les prochains rassemblements, alors peut-être effectivement ça pourra ça va lui donner une plus grande valeur marchande. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui dessert un petit peu Ben Seguir. Parce qu'on pourrait dire, oui, parce qu'en termes de talent pur, c'est vrai que beaucoup, les observateurs, scouts, etc., ont quand même tendance à mettre Ben Seguir plus haut qu'Akliouche. Donc, de lui octroyer une valeur marchande beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que peut-être le fait d'avoir choisi le Maroc, ça peut aussi, entre guillemets, lui, le desservir et en tout cas faire qu'il soit un peu moins coté. Parce qu'un international marocain, dans les faits, c'est moins coté qu'un international français aussi. C'est comme ça, en tout cas. C'est pas moi qui ça a toujours été comme ça. Hein. Voilà, on l'invente pas, quoi. Enfin bon, voilà. Un départ, en tout cas, qui, moi, me rend un petit peu triste, même si, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite de s'éclater dans un club qui vient déjà de se séparer de son entraîneur. Voilà. Dernier départ, celui de Magassa. On revient du coup, Patrice, sur les milieux de terrain. Alors Magassa, c'est un joueur, pareil, on pouvait critiquer évidemment le fait qu'il soit aussi assez inconstant sur les matchs, irrégulier dans ses performances, mais mine de rien, c'était un joueur qui commençait aussi à trouver un peu sa place dans cet effectif, qui commençait à devenir avoir un peu plus un bagage un peu plus important, qui était vraiment une vraie solution de rotation à ce moment-là, en tout cas depuis la saison dernière, au milieu de terrain. Et c'est vrai que aujourd'hui, alors Pogba est là, ça c'est une chose, mais Koulibaly et Bamba, même si en tout cas on m'a beaucoup vendu le potentiel de Bamba par ailleurs, mais aujourd'hui ils sont assez loin de l'ampleur, on va dire, qu'avait Magassa, si tant est.
relative, hein, mais de l'ampleur qu'il avait quand même, et de cette capacité à être vraiment un joueur de rotation, un vrai joueur de rotation. Surtout au niveau de l'expérience, hein, clairement. Parce que, mine de rien, lui, il a déjà joué leur saison en Ligue 1, des titularisations, il a été titulaire aussi en Ligue des Champions, installé en équipe de France Espoir. Bon, même si c'est pas forcément un bon poste, hein, il a fait les JO aussi, ça reste une grosse compétition qui permet de bien former un joueur. Tout à fait. Non, ouais, comme tu dis, il est bien installé. Après, c'était un numéro 4 chez nous, hein, faut pas l'oublier. On a essayé de le mettre en numéro 3, on a bien vu que ça fonctionnait pas, on allait chercher El Musrati pour avoir un numéro 3, donc il était c'est le devant El numéro 4. Musrati Hein. quand même. Pas sûr. Pour moi, il était devant El À la Musrati. à la fin, il joue plus parce que je pense qu'il y a une clause qui dit si El Musrati joue un certain nombre de matchs, vous payez la clause. Bah, vous levez l'option d'achat. Je sais Je pas. pense que c'est pour ça qu'à la fin, tu le vois plus jouer. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il faudrait que tu vérifies tes stats, mais je suis pas persuadé qu'il joue beaucoup moins quand El Musrati arrive. Hein. Je regarderai, mais je Ouais. pense, pour moi, si on allait chercher El Musrati, c'est quand même pour l'avoir numéro 3. Bah, pour moi, on est allé chercher El Musrati parce qu'on savait qu'il en manquait un dans tous les cas au milieu de terrain, qu'on avait besoin d'un mec. Ça, c'était évident. Voilà. Mais disons, Alex, c'est un 3,5 si on veut. Ouais, mais en tout cas, il a une avance, on va dire, qu'aujourd'hui, non pas Bamba et Koulibaly au sein du groupe, ce qui paraît être Koulibaly qui n'était pas d'ailleurs dans tous les groupes depuis le début de la saison. Donc ça veut dire que voilà, on n'est pas forcément, on compte pas forcément sur lui. Bamba est passé devant. Tous les matchs. Bamba a l'air d'être un peu plus passé devant. Après, Bamba a montré des choses aussi, des choses intéressantes en prépa, Alessandro. Donc. Ouais, on l'avait jamais trop vu, hein, Bamba, même en jeune, c'était pas. On parlait souvent de Benama parce qu'il était capitaine lors de la Gambardella, etc. Bamba, moi j'avoue, ça m'avait pas sauté aux yeux. Et là, ouais, en fait, en prépa, il avait été intéressant. Alors après, en prépa, c'est toujours compliqué, il y a moins de pression, il n'y a pas la pression du résultat déjà. Mais là, contre Strasbourg, il a fait une bonne rentrée. Alors c'est sur 20-25 minutes. Mais Hutter a pas eu peur de le lancer à 2-2 de mémoire, à la place de Camara. Donc c'est que effectivement il doit lui faire confiance et il doit montrer des bonnes choses à l'entraînement. Après de là à le mettre en numéro 3 entre guillemets, parce qu'on compte pas Pogba pour le moment, il y a un monde aussi. Ouais, c'est un peu tôt quoi. Mais c'est ça aussi le problème du départ de Magassa finalement. C'est que aujourd'hui tu te retrouves avec un trou. Si Zakaria et Camara se blessent, ta solution de repli, c'est un jeune qui manque cruellement d'expérience, quoi. La réalité aujourd'hui, au mois de septembre, c'est celle-là. Ah, il y a Golovin, il y a Golovin aussi. C'est vrai qu'on a tendance à oublier Golovin. Golovin, t'as d'ailleurs, t'as que Thésée, t'as d'autres solutions. Hein, c'est pas, mais on est sur du rafistolage quand même, voilà, du bricolage. Hein. Donc, c'est pas l'idéal. Non, clairement pas. Voilà en tout cas pour le départ. Donc Magassa, plutôt bien vendu, 17 millions plus 3 en bonus, qui nous fait quasiment 20. Alors on le savait, de toute façon, tous ces départs donc, ont eu lieu dans les derniers 10 derniers jours à peu près du mercato. Donc une longue liste, mais on le savait, on avait été prévenu par Thiago Scuro dès la présentation de Radetzky, à savoir que la suite du mercato allait être surtout question de dégraissage pour Monaco, pour faire partir plusieurs joueurs. Alors il y a encore des indésirables au club. Salissou l'est peut-être moins maintenant, mais il y a encore Crépin Diatta, par exemple, Patrice, qui n'est pas sur les listes pour la Ligue des Champions. On arrive à vendre Boadou, on n'arrive pas à trouver une offre pour Diatta, c'est fou quand même ça. Pareil, Diatta qui lui reste un autre contrat. Donc, qui sera à la CAN aussi. Ouais. Alors, ça pour lui, c'est vrai que c'est un enjeu parce que mine de rien, il a besoin de jouer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans l'état actuel, s'il reste à Monaco, il va avoir un temps de jeu a priori famélique. Donc... Il n'est même pas dans les groupes en ce moment. Après, peut-être parce qu'on cherchait aussi à lui dire faut partir parce qu'on veut te vendre, quoi. Mais il n'est même pas non plus dans le groupe de la Ligue des Champions. Donc clairement, le club lui annonce on compte pas du tout sur toi. Donc oui, logiquement, son temps de jeu. Après, il a pour lui sa polyvalence qui fait que Hutter va à un moment donné soit le mettre sur le banc, soit l'utiliser un peu. Mais en tout cas, voilà, lui, il a besoin de trouver un projet où il peut jouer en vue de la sélection et de la CAN aussi. C'est pour ça que c'est un enjeu pour lui. Apparemment, il avait eu quelques touches dans des championnats un peu
pas terrible, qu'il n'avait pas l'air d'avoir accepté parce que justement, c'était pas forcément des clubs où il aurait pu peut-être vraiment se mettre en valeur par rapport à son sélectionneur. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Donc clairement, c'est un joueur qui doit peut-être espérer encore trouver un bon projet. Il y a quelques clubs qui ont encore... quelques championnats qui ont encore leur mercato ouvert, notamment la Turquie. Donc après, est-ce que Galatasaray, après nous avoir aidé sur Jacobs, va pas nous rendre un petit service encore? Voilà. Ils sont pas rancuniers, ils ont pris Singo. Ouais. Déjà. Donc voilà, il y a ça. Et du coup, il y a... Alors, Paris Brunner, pareil, lui aussi, il n'est pas sur les listes pour la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on avait plutôt eu des bruits comme quoi il était plutôt sur le départ à nouveau pour être prêté. Ça s'est pas fait, alors je sais pas pour quelle raison du coup. Parce que Mbolo, on a vendu Mbolo. Ouais, donc il fait le numéro 4. Je pense que ça pouvait être lié, il pouvait avoir un numéro 4. Ouais, mais entre lui et Michal... Il réclame pas beaucoup de temps de jeu. Bon, tu vois, entre lui et Michal, alors peut-être qu'il pourra trouver aussi un autre point de chute. Voilà, en tout cas, il n'aurait pas forcément totalement convaincu non plus, même s'il a eu du temps de jeu déjà sur la première journée, notamment contre Le Havre, et je crois il est revenu aussi dans le groupe contre Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. À voir un petit peu si pour ces deux joueurs notamment ça pourrait bouger d'ici les prochains jours. Ensuite Yann Liénard, qui était peut-être annoncé partant. Visiblement, voilà, apparemment c'est une histoire un peu chelou avec Montpellier, ce qui s'était passé. Et puis on avait également, donc on parlait d'intérêt pour Ouattara. Là, si on le perd, lui, il y aurait pas de doublure à Caio Henrique, donc c'est pas du tout envisageable aujourd'hui. Voilà. Et Vanderson, donc pareil, lui aussi qui était sur le départ. Donc Vanderson qui n'a toujours pas joué, qui actuellement plus s'est blessé au mollet. Mais bon, il va devoir aussi trouver. Enfin, il va rester finalement parce qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le bon profil, le bon club. C'était un risque de partir pour lui, sachant qu'il est dans la liste d'Ancelotti pour le Brésil depuis un moment. Enfin, autant Caio est revenu là sur là, parce qu'apparemment il fait plusieurs tests qui sont déjà qualifiés. Autant Vanderson, lui, ça fait déjà quelques fois qu'il est appelé. Donc, si c'est pour partir sur un Tottenham ou ça aurait été un style de ce club-là et se faire sauter pour la Coupe du Monde, autant qu'il reste, il connaît le club, tout le monde le connaît, il est déjà depuis 4 ans. Donc il n'a pas trop d'intérêt non plus à partir, je pense qu'il n'a pas forcé non plus pour... Ouais, et puis est-ce qu'il a le profil pour jouer en Angleterre? Ça. Tu vois, je suis pas sûr, ça. Donc s'il n'y a pas de marché en Angleterre pour lui, personne ne va mettre 30 millions. Donc, voilà. C'est ça. Ou si tu avais un Leverkusen pour remplacer un Frimpong, quoi. Ouais. À la rigueur. Alors, ouais. Oui, pourquoi pas, oui, ça aurait pu être. Alessandro, du coup, on va aborder le dernier, l'avant-dernier sujet. Après les indésirables, on a eu beaucoup de ventes. Du coup, on a eu quelques chiffres qui sont apparus. C'est que Monaco a le record, la meilleure balance positive de transfert sur ce mercato. Voilà. Ce qui fait que j'ai vu une story là ce soir de Thiago Scuro qui est allé donner des cours à la Harvard Business School. Certainement pour le sujet de la conf, ça devait être comment vendre pour plus de 100 millions d'euros sur le mercato d'été. Je sais pas. Sans les réinvestir. Attention. C'est déjà un titre. Hein. Ouais. Pas le meilleur, mais... Nos voisins niçois auraient fait un livre avec l'arrivée de Pogba pour leur vendre derrière tous les effectifs. Ouais, non, mais pour revenir un peu plus sérieusement, effectivement, en fait, je vois beaucoup sur Twitter ou même des forums, des critiques sur Scuro ou des réflexions en disant moi je suis supporter, je suis pas comptable. Je suis d'accord avec ce constat-là, mais en fait, si tu supportes le club, il faut comprendre effectivement toutes les parties, dont les finances. Donc voilà, on a en fait, juste pour vous montrer quelques chiffres,
et expliquer pourquoi on est obligé de vendre autant, pourquoi le club est obligé de vendre autant. Il y a la baisse des droits TV, comme tout le monde sait, hein, dans le foot français. Donc par exemple, en 2018-2019, le club percevait 76 millions de droits TV. Et en 2023-2024, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2024-2025, donc en 2023-2024, première saison de Skuro et Uther, on n'a touché que 39 millions, donc déjà quasi la moitié moins. Alors après, vous allez me dire, du coup en 2023-2024, on a quand même dépensé d'argent que là, parce qu'on avait acheté Balogun 30 millions, Singo, Salisu, Zakaria pour les plus gros transferts. En fait, il faut savoir qu'en 2022-2023 et 2023-2024, on a touché l'argent de CVC. On va pas refaire l'histoire de CVC, la Ligue. La Ligue a vendu 13% pour 1 milliard. Mais en gros, on avait touché 46 millions sur l'année 2023-2024. Donc, qu'on n'a pas touché notamment sur 2024-2025, qu'on touchera plus sur les prochaines saisons. Ouais. Donc, il y a aussi cette partie-là à prendre en compte. Et après, j'entends déjà les gens commenter ou dire effectivement sur la vidéo, oui, mais en 2024-2025, il y avait la Ligue des Champions. Alors ça nous a rapporté à peu près effectivement 60 millions environ. Ouais, on n'a pas un beau pactole. Et en fait, c'est vital pour la survie du club d'aller tous les ans directement en Ligue des Champions et finir en fait dans le top 3 et éviter les barrages qui sont un piège. Moi, je me suis demandé finalement c'est toutes ces ventes. Alors, on a appris que le Skuro avait une mission clairement sur ce mercato, c'était d'effectuer au moins une grosse vente, visiblement. Je pense qu'on peut dire qu'avec Ben Seguir et Singo, on en a eu 2, finalement, de grosses ventes. Bah oui, ce qu'il pensait faire avec Liouche à 70 millions, et en fait, il a vu que c'était mort. Donc ça commence avec 50. Hein. Oui, en dessous de 50, j'appelle pas ça une grosse vente. Oui, bon, peut-être après, ça dépend d'où on met le curseur. Mais visiblement, et c'est là aussi où intervient l'épisode qui permet de comprendre un petit peu ce besoin, cette nécessité-là, c'est l'épisode Zakaria, en fait. La grosse frayeur Zakaria. Ouais, mais c'est là où en fait on se rend compte que quand Monaco reçoit 45 millions, voilà, ça c'est typiquement la vente dont Monaco a besoin, parce que au moment où cet épisode arrive, Monaco n'arrive absolument pas à se débarrasser des joueurs qui ont un bon de sortie ou qui ne sont plus désirés au club, c'est-à-dire les Salissou, les Vanderson, Akiush qui trouve pas preneur. Donc c'est à ce moment-là on se dit en fait on est obligé de vendre, donc on est obligé on va prendre la première belle offre qui se présente, qui n'est finalement pas venue d'ailleurs, mais qui était celle de Zakaria. Là ça aurait été vraiment si on vendait Zakaria, autant j'ai défendu Skuro où j'ai pu lui trouver des circonstances entre guillemets atteignantes sur certains départs, mais là effectivement si tu vends Zakaria qui est ton meilleur joueur, ton capitaine, ton leader de vestiaire, qui est fiable depuis 2 ans, qui t'a sauvé les fesses plusieurs fois sur les 2 ans, enfin là je sais pas, on rend le tablier quoi. Tu sais que la saison elle est quasiment finie fin août pour moi si on vend Zakaria. Alors oui, tu récupères 45 millions pour un gars qui a 28-29 ans, mais par contre la perte non chiffrable elle est énorme. Ouais, mais c'est même pas un bon plan, parce que tu sais très bien si tu vends Zakaria, t'es obligé de recruter. T'es pas en capacité d'avoir un milieu de terrain derrière. Ouais, tes 45 millions, tu vas déjà en manger à une partie pour recruter un joueur. Et tu te mets une balle dans le pied pour te faire directement en Ligue des Champions. Tu vas mettre Camara Bamba parce que Pogba il arrive déjà dans trop longtemps. Donc ouais, tu bouffes déjà tes 45 millions, donc c'est pas du tout intéressant. Oui, et puis mais tu sais que le remplaçant de Pogba, ce sera pas de Zakaria, ce sera pas un Zakaria bis justement. Ce sera, on sera pas sur le même statut. Il faut que t'aies de la chance pour retomber sur un Camara bis quoi, qui tout de suite est très bon et très intéressant et qui est pas si cher que ça. Mais qui n'est quand même pas un taulier comme peut l'être Zakaria dans tous les cas. Donc, voilà. Mais bon, en tout cas voilà. En tout cas, c'était un épisode qui était assez symptomatique finalement de la réalité aussi financière de Monaco. D'ailleurs, je remarque derrière toi le Picsou Patrice, c'était volontaire certainement, en train de plonger dans ses dans ses pièces. Mais voilà. Je me suis demandé si finalement on n'était pas aussi un peu dans l'anticipation par rapport aux ventes, parce que alors on a compté on est autour de 116 millions d'euros sans les bonus. Donc bonus qui sont à peu près autour de 8 millions environ pour tous les joueurs qu'on a vendus. Donc 116 millions d'euros en prenant en compte aussi les transferts de Jacobs et Matsima qui ont été donc
acté déjà l'an dernier ou au mois de janvier pendant l'hiver pour Matsima. Et on est sur donc 103 millions d'euros, donc ça c'est les données Transfermarkt, de bénéfices, parce que Monaco a très peu investi finalement, à part Radetzky et Dumbo. On compte pas les primes qu'on a pu verser à ceux qui sont arrivés libres, Pogba, etc. et d'ailleurs, mais bon. Officiellement, du coup, c'est ça. Et c'est vrai que je me suis demandé si ces 100 millions de bénéfices, c'était pas aussi en prévision peut-être déjà de la saison prochaine, en fait. Pas uniquement... Au niveau rien que les droits TV, quand on parlait des 76 millions qu'on avait en 2018, là, il faut savoir que sur la saison 2025-2026, selon l'équipe là qui sont sortis mi-août, les clubs vont avoir, tous les clubs de Ligue 1, donc fondus les 18, vont avoir 80 millions. Hein, sachant que c'est ce qu'on avait nous tout seuls il y a quelques années. Ouais. Donc c'est énorme la baisse. Sachant que nous on est ultra dépendant des droits TV. Voilà, pour ceux qui comprennent pas pourquoi on est obligé de vendre. Alors il y a peut-être ça explique pas tout, hein, la baisse des droits TV, ça explique pas toutes les ventes, je pense. Il y a peut-être aussi un désengagement de Ribolovev à force, parce qu'on sait qu'il veut vendre. Mais la baisse des droits TV, il faut vraiment s'en rendre compte que ça fait mal à tous les clubs français, dont le nôtre, qui est dépendant. Parce que, alors je vois aussi des commentaires, ouais, pourquoi Marseille ils arrivent à recruter. En fait, par exemple, il faut prendre en compte le sponsoring publicité où nous on est à 15 millions, eux ils sont à 74. Enfin, c'est pas comparable, faut pas comparer Marseille et nous, quoi. Mais c'est en termes de revenus, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est clair que c'était aussi un aspect qui était largement évoqué par Scuro, le fait qu'il avait d'ailleurs félicité ses équipes commerciales en conférence pour le fait d'avoir augmenté les revenus et que c'était un enjeu hyper important pour eux d'accroître ces revenus-là pour apporter de l'argent frais au club. Et c'est vrai que quand il avait aussi dit vendre des maillots c'était important, on se demandait s'il parlait pas de Pogba à ce moment-là, puisque on a vu que visiblement les ventes de maillots Pogba étaient montées en flèche, donc peut-être que les arrivées de joueurs un peu de ce calibre-là, comme Pogba ou comme Fati, il y a peut-être aussi vocation à augmenter un peu les revenus liés au merchandising. Et rappelons aussi que, alors, les revenus billetterie sont dérisoires, ça on le sait déjà, je crois que à tout péter ça doit être dans les 2 millions d'euros. Ouais, 2-3. 3 millions quand Marseille en fait 39 millions. Voilà, donc ça c'est vrai que ça a une importance aussi très élevé. Rappelons que cette année, Monaco va fonctionner avec un stade qui va avoir 2/3 peut-être, je crois, de sa capacité totale. 12 000, ils ont annoncé, je crois. Ouais, ou 3/4 de sa capacité totale, puisqu'on était à 16. Et là, on va passer à 12, avec les travaux qui sont faits par la principauté. Alors, encore une fois, on fait jamais 16, donc c'est pas... Mais voilà, forcément, c'est vrai que ça peut avoir peut-être un petit impact aussi sur la billetterie, notamment pour les soirées Ligue des Champions, justement. Alors après, j'ai envie de dire, l'année dernière, je crois que Barcelone, c'était 13 000. Donc c'est sûr que quand Manchester City ou la Juve viendront, ils seront... on sera autour de 12, quoi, dans ces eaux-là, je pense. On perdra pas grand-chose non plus, mais puisque le stade sera rempli. Mais c'est vrai que même avec Barça, on remplissait pas à 16 000 dans tous les cas. Donc, mais voilà, il y a ça aussi à prendre en considération. Mais voilà, ça, je me dis que finalement, par rapport aux revenus très aléatoires des droits TV de la Ligue 1, je me suis demandé si finalement on se faisait pas une sorte de réserve aussi pour l'exercice suivant, même encore. En se disant, voilà, là on est dans nos frais peut-être, etc. Mais du coup, on a un petit fonds de secours, on va dire, pour envisager plus sereinement la saison prochaine. Quant à Marseille, je crois que leur déficit n'est pas sur la balance sur les marchés des transferts, elle est un petit peu déficitaire, mais pas beaucoup, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas, ça donne l'impression qu'ils ont recruté pour beaucoup et peu vendu, mais en fait, ils ont bien vendu pour beaucoup aussi. Oui, voilà, en fait. Et donc finalement, ils ont ils renouvellent leur effectif chaque année, de toute façon. Ils vendent et ils rachètent. Après, ils font beaucoup de prêts avec option d'achat obligatoire qui est décalé l'année suivante. Ouais. Medina, 18 ou 22 millions, c'est décalé à l'année prochaine. Donc, Paixão aussi, je crois, quelque chose comme ça, il me semble, 35. Alors, c'était 35, ouais, mais je sais pas si c'était en prêt, je pense que c'était un transfert sec. Ah, peut-être. Puis moi, personnellement, ça me fait pas rêver d'avoir 15 arrivées, 12 départs comme ils font chaque année. Hein. Tu t'attaches à aucun joueur. Ah bah, Enrique, il y a depuis 2020, Golovin, on a beau
Alors c'est toujours le sujet critiqué ou pas Golovin, mais il est là quand même depuis 2018. Enfin de nos jours c'est rare quoi, d'avoir des joueurs qui restent autant de temps. Ouais. En tout cas, voilà, la réalité aussi, c'est que financièrement, bah, on savait, on se disait Monaco plus solide. En tout cas, on sait que Monaco a une gestion plutôt vertueuse quand même sur cet aspect-là depuis plusieurs années, depuis l'arrivée de Paul Mitchell notamment, qui a remis le club dans un bon cycle. Quoi qu'on en dise à ce moment-là, même si ça s'est fait peut-être aussi avec des choix sportifs du coup plus discutables par moment et qui ont pu être critiqués, mais je pense qu'en tout cas il y avait aussi une nécessité de le faire, et Skouro a repris finalement le flambeau, et s'applique aussi à être justement donc vertueux à ce niveau-là et consciencieux, donc ça je pense qu'il le fait très bien. Maintenant la question c'est que forcément cette longue liste de départ qu'on évoque, et en particulier Singo, Ben Seguir, Magassa, Mbolo, est-ce que Monaco ne s'est pas affaibli? Donc c'est notre débat, conclusion, j'ai envie de dire, de cette émission, de cette gazette Mercato, de ce bilan du Mercato. Est-ce que Monaco, dans les faits, dans l'effectif en tout cas, dans ses forces, est plus fort ou moins que l'an dernier? Qui veut commencer? Patrice. Bon, Allez. allez, Ah bah non, allez, vas-y, voilà Patrice. Alessandro. Ah. Oh bah faudrait décider. Allez, je pars. Elle est pile ou face. Non mais en fait c'est toujours compliqué avec un mercato, tu juges vraiment en fin de saison et c'est dur à dire. Là si tu prends à l'instant T, pour moi on s'est pas forcément affaibli parce qu'il nous manquait de l'expérience. On en a ramené avec Dyer, Radecki. Le poste de gardien était un des points faibles. Au final on a ramené un joueur d'expérience qui pour l'instant a l'air de faire le boulot. Sachant qu'en plus, quand tu vois les autres pistes comme Çakır, donc le gardien turc, il est signé pour 30 millions à Galatasaray, Petrovic 30 millions à Bournemouth. Enfin, c'est des pistes qui étaient inatteignables au final en termes de tarifs. Et après, tu ramènes de l'expérience avec Pogba. Ansu Fati, même s'il est jeune, il a déjà plusieurs saisons en pro. Et tu perds Mbolo, qui était, on en a parlé, une saison moyenne. Tu perds Ben Seguir, pareil, qui a joué jusqu'en novembre. Donc voilà, au final, il y a juste la perte de Singo. Il faut effectivement voir dans le temps si c'est vraiment un gros point ou pas. Mais comme je disais, il avait quelques errances sur la fin, sur dernier mois aussi. Donc non, pour moi on s'est pas affaibli. Après on verra les comptes à la fin, mais pour moi on s'est pas affaibli sur ce mercato là, même si on voit beaucoup de critiques sur effectivement le mercato. Il y a juste le point, je pense que Patrice va en parler, mais le point au milieu de terrain où effectivement là ça peut poser problème si Zakaria se pète en sélection ou quand Camara ira à la canne et que Pogba ne revient pas à son niveau quoi. Patrice, du coup, ton avis sur la question? Pour ma part, on a un 11 qui est équivalent à celui de l'année dernière. Côté 11, ça n'a pas changé. On a peut-être amélioré le gardien, ça reste à voir. Parce que du coup, on n'a quand même pas beaucoup de retours là, sur Radeski. La défense centrale, le père Tingo récupéré d'ailleurs, pour moi, c'est à peu près la même chose aussi. Donc, de ce côté-ci, ça bouge pas trop. Et après, sur le banc, c'est vrai que c'est plus compliqué à dire, vu qu'on ne sait pas ce que peuvent apporter Pogba et Fati. Moi, ce que je vois, et donc on dit tout à l'heure, c'est surtout que l'absence de Magassa peut se faire ressentir, surtout si tu as des blessures ou des suspensions qui arrivent dans la saison. Donc, si on fait une saison à la PSG, c'est-à-dire qu'on a 0 personne qui se pète, ça va. Mais, par contre, si on commence à avoir un joueur qui se blesse, et malheureusement, on en a quand même pas mal qui sont souvent dans ce cas-là, ça peut être très compliqué, on risque de manquer de monde et on va encore devoir trouver une solution en urgence pendant le mercato hivernal. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, je pense que c'est surtout sur le banc que ça va se jouer, mais sur le 11 au final, je trouve qu'on a réussi à avoir à peu près la même équipe que l'année dernière. Et peut-être même un cran au-dessus avec Balogun qui peut-être cette saison va enfin pouvoir jouer une saison pleine, avec Lim qui est toujours là, qui devrait pouvoir progresser. Et une défense centrale et un gardien qui peuvent peut-être amener plus. Sachant que Mawissa aussi progresse. Ouais, c'est vrai que la question du gardien, j'ai quand même envie de croire que c'est un progrès dans le sens où on a pris un gardien confirmé, a priori, qui a fait ses preuves en tout cas dans un club assez bien structuré, assez solide, qui joue les premiers rôles, qui a joué les premiers rôles en Allemagne, même en Europe à un moment donné, en C3. Alors, même si c'était pas forcément lui le titulaire à ce moment-là, mais bon, j'ai envie de croire que voilà, on a quand même un gardien. Après, il faut voir l'âge aussi. C'est vrai qu'on a pointé du doigt le fait qu'il avait déjà 35, quasiment 36. Là, il vient de se blesser au genou. C'est ça qui me
Tu m'aurais posé la question il y a une semaine, je t'aurais dit on a bien progressé sur le poste de gardien et tout. Là, le fait qu'il se prenne une blessure qui va l'empêcher d'être là pendant 3 à 6 semaines, je crois. Ouais. Après, En torse, moi d'ailleurs, non. j'ai envie de croire au fait que ce soit une bonne recrue. Clairement, c'est un joueur d'expérience. Maintenant, sur les 3 premiers matchs, bah, j'en compte déjà 2 ratés, hein. Lille et. Non. Ah bah si. Le match à Lille, il est bon. Je veux Ah, pas non. dire. Ah oui, mais il est en faute. Ouais. Ah, il est en faute, hein. Aussi. À Lille, moi, ce qui me fait peur, c'est Ah qu'il bah, est souvent il sur se les fait genoux. prendre par Giroud, donc je suis désolé, mais à un moment donné. À Lille, il y a oui, beaucoup de défenseurs qui comptent des frappes. Et heureusement, parce que derrière, tu sens qu'il est vite sur les genoux. Je sais pas ce qu'il a, t'as l'impression qu'il glisse à chaque fois. Par contre, sur Strasbourg, moi, j'ai trouvé plus que correct. Hein. D'ailleurs. Sur ça, c'est le problème, c'est qu'il se. Ah, tu parles de Ah, D'ailleurs, déjà, je- tu parlais de il y aura Radicki. des- Non, Oui, moi je parlais de D'ailleurs, ouais. On parle des Ah Dailleurs. oui, non. Ah oui, Oui. je crois que tu parlais de Radi. Ouais, bon, Radicki, on Donc, verra. ouais. Bon, là, de toute façon, il est blessé, donc on va attendre. On va espérer que Keun soit sur un bon niveau quand même. Mais c'est vrai que voilà, moi c'est plus sur d'ailleurs, j'ai envie de croire que c'est une bonne recrue. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, il a fait un très bon match contre le Havre. Après, le Havre n'était pas dangereux du tout. Mais contre Lille, bah, force est de constater que sur le but, il a sa part de responsabilité. Et contre. Ouais, si, il a Giroud au marquage. Ah, contre Lille, d'accord. Oui, contre Lille. Tu parlais de Strasbourg. Bah, contre Strasbourg, bon, il y a quand même eu bah, on en a discuté en débrief, mais il y a quand même des moments où ça se fait prendre très facilement, quoi, entre deux joueurs. Et voilà. Surtout sur le dans but nos en temps jeu. faibles. Ouais. Donc. Mais après, il y a C'est pour des ça que détails pour moi, aussi la à défense, c'est régler. équivalent. Il a des qualités et il a des défauts, et au même titre que Singo. Quoi. Donc, Mais c'est-à-dire qu'au moment où tu les pas le même recrutes, style de défense. au moment où tu les recrutes, tu te dis, bon, bah, t'as un effectif complet. Si tu vois, tu gardes Singo et tu perds Salissou, je pense que tu peux te dire que tu te renforces. Là, Ah bah oui. Voilà. Là, oui, c'est Là, sûr. dans le cas inverse, c'est kiff-kiff, en tout cas pour la défense. Maintenant, je pense C'est quand ça. même que, moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on est quand même moins fort que l'an dernier, parce que bah, Pogba, Fati, je suis désolé, mais encore une fois, ça reste des paris, ça reste des mecs sur lesquels tu n'as aucune certitude à ce jour. Tu peux absolument pas dire si ça va être performant, en fait. Maintenant, j'entends quand Skoro dit c'est pas un plus gros pari que n'importe quel joueur qu'on signe. Je peux comprendre, parce que pour plein de raisons différentes, un joueur peut rater un passage dans un club pour l'environnement, pour le contexte, l'ambiance, des questions d'ordre personnel, d'affinité aussi avec des coéquipiers. Il y a plein de raisons qui font que ça peut ne pas marcher et que ça reste un pari, on est d'accord. Maintenant, là, on n'est pas sur un pari, un simple pari. Là, on est sur un triple pari, tu vois. C'est-à-dire avec des mecs qui n'ont pas joué depuis 2 ans, 3 ans, ou très peu, qui ont tout à reconstruire. Autant Pogba, bon, la Ligue 1, je pense que le championnat en soi lui posera pas un souci. Autant Fati, la Ligue 1, je suis pas sûr que, encore une fois, j'ai déjà partagé mes doutes à ce sujet, voilà. Qu'il ait peut-être le profil pour être performant face à des défenses rugueuses et physiques, beaucoup plus qu'elles ne le sont en Espagne. Encore une fois, j'attends qu'une chose, c'est que les deux me fassent mentir, hein, évidemment, et qu'ils soient performants et qu'ils arrivent à monter en puissance et voilà, qu'ils nous fassent oublier ce que j'ai dit. Mais pour l'instant, je peux pas prendre ça en compte en me disant que ça va marcher, quoi. C'est trop aléatoire, c'est trop incertain. Donc pour moi, je vois pas les renforts à partir de là. Le milieu, tu l'as dit, il nous manque clairement. Je vais pas dire 2 personnes, mais une, ça c'est sûr, depuis le départ de Magassa, qu'on aurait dû remplacer. Et puis devant, bah, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur Mbolo l'an dernier et qui nous faisait suer avec tous ces ratés, bah, je suis désolé, mais pour moi, ça reste supérieur à Elini Kena, qui devient de fait aujourd'hui notre 3e choix, et voilà, et Paris Brunner qui démontre qu'on a vu un potentiel intéressant, mais encore trop juste. Trop brouillon encore. Ouais, voilà, c'est ça. Donc pour moi, je ne nous vois pas au-dessus, non. Je ne nous vois pas au-dessus. Bah, Je pense qu'on s'est affaibli. Après, ce qui est gênant, c'est tu reprends le débrief d'il y a 1 an de la Gazette bilan. Je pense que pour les milieux, tu avais le même discours en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, 1 an après, tu n'as pas pris de tes erreurs et tu pars encore avec un milieu en moins, quoi. Puis c'est au 31 janvier, on va se dire merde, il nous faut.
Et puis on va prendre le premier pimpin qui vient de... Non, on va se le dire au 30 novembre, mais on va le prendre au 3 février, ça. Ouais, c'est ça. Quand Zakaria sera pété au mois d'octobre avec la sélection suisse, que Camara sera suspendu suite à 5 jaunes. Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que... Avec Bamba Koulibaly. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas, à mon sens, on n'a pas retenu ces erreurs-là, et c'est ça qui est rageant, parce que ça donnait l'impression, et je trouvais que ce mercato partait bien, dans le sens où tu prenais déjà des mecs d'expérience, ça pour ton vestiaire c'était très bon, tu prenais des mecs en plus qui étaient libres ou alors en prêt, donc ça aussi pareil, tu te dis ok, bon il y a un coup à tenter, c'est intéressant. Tu prenais aussi des mecs rapidement en te disant tiens, ça veut dire que ton groupe peut-être tu vas, et au final ton gardien s'il arrive une semaine avant le début du championnat, donc et sachant que tu prends un mec qui est ton 12e choix, on va pas se mentir, hein, parce que le nombre de pistes qu'on a vu sortir, il y en a eu une douzaine avant de prendre Radetzky, et on va pas me faire croire que il était dans les premiers choix au poste. Franchement, j'y crois pas. Et au final, voilà, pour poser, comme tu dis, le même constat que la saison dernière, à savoir que il te manque un milieu de terrain, alors que tu en as besoin. Tu veux dire, tu vas jouer la Ligue des Champions, tu sais que Zakaria est fragile. Je lui souhaite, encore une fois, comme tu disais, Pat, si on peut faire la même saison que le PSG l'an dernier à ce niveau-là, au niveau des blessures, on croise les doigts et on touche du bois à tous. Mais voilà, on sait que c'est un joueur qui est souvent embêté par les blessures. Encore une fois, au mois de juin, il n'a pas fait le rassemblement avec la Suisse parce qu'il s'était blessé. Même devant, Balogun, c'est un joueur qui, depuis 2 saisons, a quand même des soucis récurrents. Alors, pas toujours de sa faute, parce que l'épaule, ça, malheureusement, c'est la malchance. La cheville, ça c'est... Ah, mais après la cheville, il s'est fait un claquage. Il s'est pas fait un claquage, mais il y a un problème à la cuisse, tu vois. Après, à l'Ajax, contre l'Ajax. Golovin. Et Golovin aussi. Les saisons où il est blessé et les saisons où il n'est pas blessé, c'est le jour et la nuit quand même. C'est vrai que Golovin... Soit ça ton meilleur joueur du club, soit voilà. C'est un joueur middle, quoi. Voilà, c'est Golovin. C'est vrai que pareil aussi, on avait le sentiment que il avait plus trop envie d'être là. Finalement, ça allait mieux. Mais le problème, c'est qu'on sait que physiquement, il peut s'y enchaîner comme il peut aussi replonger. Alors, encore une fois, ça peut être le lot de plein de joueurs, hein, mais et là, on prend un Ndumbo en plus qui est blessé déjà, tu vois. Il fallait pas qu'il s'ennuie à l'infirmerie quand même. Donc moi, je n'ai pas le sentiment que Monaco est plus fort, et j'ai envie de dire... Après, là où peut-être pour moi cet avis est un peu biaisé, c'est peut-être parce qu'on a déjà vu 3 matchs, et que je ne vois pas Monaco meilleur dans le jeu que l'an dernier. Au contraire, même. En tout cas, à pareille époque. C'était bien meilleur l'an dernier. C'est sûr. Voilà. La semaine dernière, t'as l'impression qu'on était imbattable au départ. Hein. Jusque même au Dynamo Zagreb, tu reviens de nulle part sur un terrain de water-polo. L'élément qui tourne, c'est à Nice, hein, on le sait tous. Ouais. On va pas revenir dessus, mais effectivement, les 2 premiers mois, très très fort. Et c'est là où ça commence à parler de titiller le PSG, etc. Où t'as l'interview de Ben Seguir qui dit qu'il voit personne plus fort que nous. Ouais. Et à l'époque, ça nous avait porté l'œil, mais à l'époque, il avait pas forcément tort. Hein. En plus, c'était après, dans la dynamique qu'on avait. Puis on était porté par le fait que c'était la saison du centenaire, on avait tous envie d'y croire, quoi, qu'il y a un truc extraordinaire qui se passe cette année-là, précisément. Là, il n'y a pas de saison du centenaire, là, il y a des départs de mecs qui étaient appréciés, voilà, et bon, il y a plus le sentiment de sinistrose en ce moment, j'ai l'impression, quand même. Surtout après la défaite de Lille, t'as l'impression qu'on jouait le maintien et qu'on était à J34, alors que je sais pas. En fait, on s'est tous rappelé au mauvais souvenir des saisons dernières où c'était long, on allait faire des 1 à Toulouse avec la boulette de Maïki, ou on avait envie de jeter l'éponge, quoi. Mais oui, ça a replongé. La victoire contre Strasbourg, elle fait du bien, moralement, juste avant la trêve, avec le petit scénario qui est sympa, la 98e. Mais effectivement, t'as l'impression qu'on est un peu sur un fil, ça va être comme ça toute la saison. Et Cutter, à mon avis, s'il saute pas dans la saison, ce sera sa dernière, où on trouvera un moyen de l'éjecter à la fin de saison. Alors, sauf bonne surprise, mais tu sens que on est déjà fatigué alors qu'on est qu'au mois d'août. Enfin, septembre. On est déjà content d'être à la fin de saison. Déjà content d'être à la trêve. C'est la trêve. Mais non, mais tu vois, mais c'est vrai que. Alors, encore une fois, je l'avais dit en débrief après Lille, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai sous-estimé nos adversaires, nos concurrents directs pour l'Europe, mais honnêtement, en tout cas, si on gardait les Singo, Ben Seguir, Magassa, par exemple, l'effectif tel qu'il était il y a 15 jours, 3 semaines,
pour moi, je me disais, mais on va être sur le podium très facilement. Je voyais Lille s'affaiblir, je voyais Lyon s'affaiblir. La réalité aussi, c'est que aujourd'hui, ces équipes sont pas beaucoup moins bonnes que ce qu'elles ont montré l'an dernier. Lyon donne même l'impression d'être meilleur. Alors après, maintenant, à voir aussi avec Mikotadze, le départ de Mikotadze, s'ils vont réussir à... Parce que Satriano, c'est bien gentil, mais voilà, pour le coup, je suis pas très convaincu. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que cette année va être encore hyper disputée et je suis moins confiant. Voilà, beaucoup moins confiant. Je trouve que Lille a été très bon dans ce mercato, au final. En tout cas, le match qu'on a pu voir d'eux contre nous démontre que malgré tout, ça a l'air d'avoir très bien travaillé. Et nous, du coup, sachant que tous ceux dont on parle là sont partis, je suis pas, je réfléchis à mon prono pour la semaine prochaine sur le Club Monégo, tu vois, mais podium, pas podium. Voilà, normalement, on a un calendrier quand même plus facile en Ligue 1. On va au Auxerre, on reçoit Metz, on va à Lorient. Ouais, à la 34e déjà, si journée, ce sera pareil pour tout le monde après, tu vois. Ouais, bien sûr, mais bon, là, déjà, on va voir déjà la dynamique si on arrive à enclencher quelque chose et puis enchaîner les victoires. Parce que Lyon, t'as vu, on le connaît, le calendrier facile au début de la Ligue des Champions. Parce que Lille vient de caler aussi 7-1 à Lorient, tu vois, donc quelque part, c'est... Il y a ça aussi. Ouais. C'est pas anodin, mine de rien, c'est ce que fait Lille depuis le début de la saison, mine de rien. Donc voilà, j'avais eu tendance un peu à sous-estimer ces équipes-là, je pensais vraiment qu'ils s'étaient affaiblis et tout, et au final, j'ai l'impression que peut-être moins que nous, par exemple. Après Marseille, à voir, ils ont quand même perdu leur meilleur joueur, donc ce qui peut peut-être aussi... Eux, ils ont l'air en crise, c'est Rabiot. Je t'ai vu pas. Ils vont s'y mettre tout seul, de toute façon. Ouais, je pensais à Greenwood. Ouais, voilà, mais je pensais pas. Oui, Rabiot est très très important pour eux, oui. Pour moi, l'an dernier, c'est leur meilleur joueur, mais c'est mon avis en tout cas. Mais voilà, je pense à un départ qui peut leur faire mal, mais bon, ils ont quand même beaucoup recruté aussi, donc à voir comment ils vont s'en sortir, mais ouais, Ils ont la Ligue des Champions. Et ils n'ont pas des équipes faciles à jouer. Ils n'auront pas un calendrier simple, mais nous non plus d'ailleurs. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, on l'a déjà eu quoi. Ouais, et puis alors la saison démarre mal en plus. Après la chance qu'on a aussi, c'est de jouer le mardi, le mercredi soir quand Lille, Strasbourg et Lyon vont jouer le jeudi. Et mine de rien, c'est toujours chiant de jouer le jeudi et d'enchaîner le dimanche. Hein. Tu peux perdre des points un peu bêtement. Et c'est pas les mêmes déplacements que tu te fais généralement. Ouais, quand ça va un peu plus, en Slovaquie ou pour après, bon, Bodo Glimt, pas fausse. Ah bah ça c'est clair. On n'est pas non plus... on va bien voyager aussi. Hein. Bien mieux. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, ce sera intéressant d'avoir les avis de tout le monde dans les commentaires, hein, notamment de nos auditeurs. Donc, savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez que Monaco est plus ou moins fort que la saison dernière. Donc voilà, vous serez peut-être d'accord avec moi, ou peut-être que vous serez plus d'accord avec Patrice et Alessandro. Dans tous les cas, voilà ce qui marque la fin des gazettes du Mercato. Rendez-vous en janvier. Rendez-vous en janvier, tout à fait. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter ? Oui. Non. Oui. Ah, vas-y. Un truc à rajouter. Vas-y. Que Magassa a joué 13 matchs avant l'arrivée d'Al-Musrati en tant que titulaire, et après on n'a joué que 3. Donc oui, il y a eu un effet. Après, il a quand même beaucoup moins joué en tant que titulaire. Du fait aussi que Zakaria est revenu de blessure, bien sûr. Il n'y a pas de blessure pour lui dans le... Ah, ça, j'ai pas regardé. J'ai juste regardé les titulaires remplaçants. Magassa, de toute façon, il se pète le visage à l'allée de Benfica, non ? Quand il prend Belotti. Ah bah oui. Eh oui, bien vu, la fracture de la pommette. Absolument. Et voilà. Après, s'il aurait été titulaire sans la fracture, je suis pas certain, mais... Alors, mais ça peut jouer. Al-Musrati, combien de titularisations, du coup ? 4. Ouais, bon, de côté, le mec il arrive en février, après qui tu veux jouer, il n'y a plus de match. Il se prend dès qu'il y a un carton rouge en plus. Donc... 4 dans celui du Benfica où il fait 60 minutes. Quoi. Ouais. Donc en fait, merci d'avoir. C'est très bien d'être allé chercher des chiffres. Bah écoute, ça va être complet. Hein. Mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à penser que ça me donne raison. J'ai dit après, ça fait 3,5 quoi.
Bon, bah, en tout cas, merci Alessandro et merci Patrice pour cette émission. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Ce sera Rome qui pilotera l'émission du Club Mounegou. On verra avec quels effectifs. Mais en tout cas, on vous donne ce rendez-vous pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et Dage Mounegou. Ciao, ciao. Et bisous.